Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de cette lecture du livre de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. On s'était arrêté au chapitre 6 et donc nous allons entamer sans plus tarder le chapitre 7. C'est parti. Chapitre 7. Cessez d'être conscient, soyez présent. À travers quels enfers faudra-t-il encore que l'être humain passe pour que s'ouvre à lui l'expérience qu'il ne se fait pas à lui tout seul? Martin Heidegger, lettre à Hannah Arendt. Au XVIIe siècle, dans une Europe en pleine effervescence intellectuelle, un penseur français, René Descartes, à la fois mathématicien et philosophe, se met en quête d'une connaissance aussi certaine que la foi, qui, à son époque, semble le sommet de toute certitude possible. Il est émerveillé par les mathématiques qu'il qualifie de sciences admirables du fait de la clarté des évidences de leur raisonnement qui s'adresse à notre conscience sans l'intrusion du prisme imprécis des perceptions ni des sensations. Une conscience immatérielle qui fonctionnerait de ce fait indépendamment du corps, simple machine à exécuter. C'est le fameux principe du dualisme qui a profondément marqué de son empreinte la pensée occidentale et le rapport que nous avons à notre existence. Je peux douter de l'existence de mon corps, mais pas de celle de mon esprit qui est l'essence de ma personne, dit Descartes. Je suis une conscience et cette conscience constitue mon individualité. Elle est une entité à part, une sorte de citadelle étrangère au monde extérieur, libre par rapport à la matière, y compris le corps et l'essence qui, eux, nous trompent si souvent, affirme-t-il. Elle est le fondement de toute certitude, la terre natale de la vérité sur laquelle s'appuie la connaissance de toute chose. Elle est donc la condition du savoir, et elle est apte à tout contrôler puisqu'elle est la voie d'accès à la vérité. C'est uniquement grâce à elle que l'être humain peut se rendre maître et possesseur de la nature. Descartes met à bas le système de fonctionnement qui était celui de l'humanité depuis qu'elle existe, c'est-à-dire un vécu en symbiose avec le cosmos, avec le monde, avec la réalité, avec autrui, avec son propre corps et ce qu'il nous dit. Selon lui, la conscience n'a pas besoin de tout ce fatras pour exister. Je suis plus certain de ma conscience, le fameux « je pense donc je suis », que du monde extérieur, nous assure-t-il. Nous l'avons cru. Nous avons succombé à cette idée que la conscience est une petite île coupée de la réalité. Nous nous sommes atrophiés, nous nous sommes coupés de nos sens, des autres, du monde. Même une action aussi sensorielle que la méditation est devenue pour nous, éloge suprême que nous lui adressons, un acte de pleine conscience. Une action réflexive, de pure spiritualité, indépendante de toute autre réalité. Pendant des années, je reconnais que cette dénomination ne m'a pas heurté, je l'ai moi-même employée, mais j'ai fini par me rendre compte de la mécompréhension qu'elle entraîne dans la mesure où nous associons spontanément conscience et réflexion, conscience et exercice intellectuel, conscience et savoir, conscience et contrôle. Or, la méditation ne s'adresse pas uniquement à l'esprit, mais à tout notre être. Elle n'a pas grand-chose à voir avec cette conscience séparée et abstraite telle que nous l'entendons depuis le XVIIe siècle. Elle est plutôt là pour nous en délivrer. Car méditer ne consiste pas à être conscient, mais à toucher un sens de présence avec l'entièreté de son être, avec son corps, avec son cœur, avec ses émotions, comme avec son esprit en étant ainsi ancré dans le monde. Méditer n'est pas réfléchir, mais sentir. C'est être présent à ce qui se passe, simplement sans chercher à prendre conscience sans cesse de ce qui se produit. À la manière du cycliste, qui tient en équilibre sur son vélo parce qu'il ne se pose pas la question de savoir quel est l'angle idéal pour ne pas basculer d'un côté ou de l'autre, il ne réfléchit pas en conscience, mais il se fait confiance. Il sort de lui-même, il se fout la paix pour adapter, sans y penser, sa manière de pédaler et de tenir le guidon à la configuration du chemin qu'il suit. Le joueur de tennis, qui rattrape une balle, ne calcule pas, lui non plus, l'angle de frappe de la raquette du joueur qui lui fait face, ni la vitesse imprimée à la balle. S'il réussit à l'attraper, c'est au contraire en s'oubliant, en étant un avec le geste, avec la situation, en étant présent et non pas conscient. Prendre conscience, au sens où nous entendons ce mot depuis Descartes, c'est s'empêcher de coïncider avec la vie, se regarder faire. À l'inverse, méditer, c'est coïncider avec la vie, ce qui n'exige pas d'être conscient, mais d'être ouvert. Pour toutes ces raisons, je me suis érigé contre le diktat de la conscience. Et, afin d'être plus juste, plus précis dans mon expression, je donne à la méditation que j'enseigne le nom de pleine présence plutôt que celui de pleine conscience, dans la mesure où il ne s'agit pas de se mettre à distance des choses pour pouvoir les saisir, mais au contraire d'essayer de se mettre en rapport avec elles, de les intégrer à mon être. Méditer, c'est se libérer de l'enfer de la pleine conscience pour vivre enfin en pleine présence avec l'entièreté de notre être, de nos sensations, de notre cœur, de notre peau, de notre souffle, et en nous replaçant dans la chair même du monde,
l'eau, l'air, les arbres, les sons. Ce n'est pas une révolution ni une innovation, mais un retour aux sources. Car en sanskrit et dans la plupart des langues asiatiques, la pratique de base de la méditation se dit bhavana, que l'on pourrait traduire par être d'une certaine manière, comme la nature qui est, sans raison et sans pourquoi. Méditer y est compris comme un déploiement, laisser venir en pleine présence ce qui est. En introduisant la notion de conscience, nous avons réduit la méditation à une pure technique, un exercice cérébral qui active telle zone du cortex et place telle autre en repos. Nous nous focalisons sur ses effets mesurables sur nos neurones, mais nous oublions qu'elle concerne bien plus que nos neurones, l'ensemble de notre existence. En théorisant la méditation, nous redevenons des cerveaux qui complètent des dossiers, des colonnes de chiffres, des businessmen comme celui qu'a rencontré le Petit Prince sur la 4e planète. Or, s'il est présent et pas seulement conscient, s'il sort de sa tour de contrôle, de soi qui vérifie tout en permanence et qui est à distance de tout, s'il laisse s'exprimer ses sensations, son instinct, son ressenti, le businessman, redevenu humain, sera d'autant plus précis et accomplira d'autant mieux ses tâches qu'il sera dans l'ouverture, attentif et présent à la réalité, apte à prendre de la hauteur pour l'appréhender dans sa globalité. En ce sens, méditer n'est pas seulement une technique de confort, c'est une révision complète de notre manière d'être au monde. Les anglo-saxons, beaucoup moins imprégnés que nous par la pensée cartésienne et son dualisme, ont traduit le terme bhavana, notre pleine conscience, par une autre expression qui me paraît beaucoup plus juste, mindfulness. Mind n'est pas la conscience, c'est à la fois l'esprit et le fait de faire attention. C'est l'esprit qui fait attention. Mind the gap, lit-on dans le métro londonien. Faites attention à la marche, soyez présent pour la voir et évitez de tomber. Soyez attentif plutôt que conscient et avancez avec confiance dans la vie. On n'est pas attentif en se recroquevillant sur soi, mais au contraire en étant avec ce qui nous intéresse, en étant dans le monde. Plus je suis attentif, plus je suis présent, et plus je suis présent, plus je suis attentif. L'attention et la présence s'aident mutuellement et constituent ainsi le ressort le plus profond de ce qu'est la méditation. Méditer nous ouvre de la sorte à un autre rapport au temps, à l'espace, à nous-mêmes, au monde auquel nous sommes alors pleinement reliés au lieu d'être isolés dans la forteresse qu'est la conscience. Cette attitude devrait être le ressort de l'ensemble de notre existence. Ai-je vraiment besoin de prendre conscience que je tiens un verre d'eau et que je vais le porter à mes lèvres ? Ne me suffit-il pas d'être présent à mon verre d'eau et de sentir sa fraîcheur entre mes mains, entre mes lèvres ? Le piège de la conscience nous guette en permanence. Elle est cette force réflexive qui fait que je redouble de tout ce que je fais. Je mange et je me regarde manger. Je cherche à tout saisir et à tout contrôler. Quelle approche étouffante ! Nous marchons en comptant le nombre de nos pas. Nous courons en mesurant notre vitesse et en la comparant à notre performance de la veille. Nous mangeons en intellectualisant ce que nous avons dans notre assiette plutôt que de nous laisser aller à goûter, à déguster avec nos sens, à écouter la sensation de faim ou de satiété en nous. Nous saluons un voisin après avoir réfléchi et décidé qu'on pouvait le faire, comme si ce rapport avec autrui n'était pas premier dans une vie d'humain. À force d'être conscients, nous oublions d'être présents. À force de penser, nous oublions de jouir. Notre premier réflexe est celui de la distanciation, y compris dans la pratique de la méditation. Je reste à distance pour pouvoir contrôler ma respiration, mes pensées, mon souffle. Et à force d'être autoconscient, de me placer au centre de la toile, j'oublie la présence. La méditation, l'hypnose ou encore la psychanalyse nous libèrent de cette emprise écrasante de l'idéologie, de la conscience, de ce primate artificiel qui nous mutile. Elles sont là pour nous rappeler que l'être humain est d'abord un être vivant qui sent, qui ressent, qui a des émotions, qui est traversé par des expériences beaucoup plus amples que ce à quoi le limite l'écran de la conscience. À force de vouloir tout vérifier, on se terrorise. Quand on accepte de se laisser ouvrir par ses perceptions sensorielles, le monde se révèle dans son immensité. On peut alors, comme le dit le poète William Blake, voir le monde dans un grain de sable. Écouter le chant d'un oiseau n'est pas seulement entendre un son, mais pour cela, encore faut-il savoir être présent. Voilà qui sonne la fin de notre chapitre et de notre lecture d'aujourd'hui. Un peu plus courte aujourd'hui, j'ai eu pas mal de choses à faire, je suis à la bourre sur les lectures, vous m'excuserez. Je vais essayer de reprendre un peu plus sérieusement, mais c'est pas évident avec le boulot, vous connaissez tout ça. J'espère qu'elle vous aura plu. On a eu un beau comparatif avec Descartes, une de mes récentes lectures, que vous pouvez aller regarder ou écouter si vous ne l'avez pas écouté. Ça vous permet de faire un peu le parallèle avec l'évolution qu'on a par rapport à ce que pensaient les philosophes et mathématiciens de l'époque. C'est assez intéressant.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une belle soirée ou une bonne nuit si tel est le cas. À bientôt!